des émotions. Pour certains, ces émotions, ces souvenirs, et j'espère que c'est pour les plus nombreux, seront empreints de nostalgie. Ils seraient bien heureux et seraient prêts à tout donner pour pouvoir revivre, ne serait-ce qu'une journée, l'innocence et l'insouciance de leurs premières années. Pour d'autres, c'est différent. Ces images et ces sentiments passés réveilleront peut-être des douleurs, pour certains parfois un véritable cauchemar. Mais que notre enfance soit pour nous un paradis perdu, un enfer, ou que l'on juge cette période comme sans histoire, il n'en demeure pas moins que nos premières années ont été essentielles dans notre construction. Notre enfance nous marque bien au-delà de ce que nous en retenons. C'est elle qui a forgé les adultes que nous sommes devenus. C'est pour cette raison que l'enfance, ses souvenirs, ses peurs, ses joies ont fait couler tellement d'encre chez beaucoup d'auteurs de tous les siècles. Alors ce soir, on vous invite à écouter quelques-uns pour savoir ce qu'ils ont à nous dire de leur enfance ou de l'enfant en général. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée en présence de nos amis du conservatoire que l'on présentera tout à l'heure et en présence donc des lecteurs d'Éveillé d'antan. Nous aurons à la fin un petit pot de l'amitié, donc ne partez pas dès que les dernières notes s'éteindront. On a encore un petit moment d'amitié et de partage à partager ensemble. Voilà, n'oubliez pas d'éteindre ces appareils qui nous servent mais qui parfois nous dérangent. Voilà, bonne soirée. J'ai rencontré 6 hommes, dit la maman. Comment sont-ils donc? Demande l'enfant. Le premier, une barbe noire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se raser, pardi. Et le second? Le second, une bague. Pourquoi? Parce qu'il est marié, pardi. Et le troisième a une ceinture à son pantalon. Pourquoi? Parce que sinon il tomberait, pardi. Et le quatrième a déchiré ses pantalons. Pourquoi? Parce qu'il a couru trop fort, pardi. Et le cinquième n'a qu'un œil ouvert. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'endormir, comme toi, mon enfant, dit la maman d'une voix très douce. Et le dernier montre les dents, dit la maman dans un souffle. Il ne faut surtout pas dire que le petit enfant demande alors quoi que ce soit. Car s'il a le malheur de dire pourquoi, parce qu'il va te manger si tu ne dors pas, crie la maman d'une voix tonitruante. Ce dut être mon premier mot. Et quand je dis mot, un souffle, un nuage de mots, un simple bourdonnement, un ronronnement. Na, 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 na. Il ne demandait pas un gros effort, un tout petit bout de langue posé contre un petit palais, sans forcer, la bouche à peine entr'ouverte, un son minuscule qui passait par le nez et qui faisait papillonner les yeux. Na, 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 qui annonçait le bercement, l'enfouissement. Viens faire nana. Et aussitôt, on cherchait des genoux accueillants,
des bras tendres et ce balancement. Nananino, nananinette. Et si un pouce trouvait le chemin du bec, on le laissait faire. C'était du sur-mesure, du bien à soi, du moyen du bord. On attrapait en rêvant un mouchoir, une couche, un bout de couverture effiloché, une bordure de satin où on frottait son nez qui devenait par extension le nanin, l'indispensable, le consolateur, celui qu'on abandonnait dans les coins, mais qu'on retrouvait toujours, le compagnon des nuits sans veilleuse et des cauchemars où des chiens nous mordaient les jambes avant que maman vienne nous sauver. Ce n'est rien, il n'y a pas de chien. L'uniforme unisexe de plusieurs générations de bébés en rupture de couche. La barboteuse. Son nom la décrit assez bien, avec ses consonnes B, B, T, qui évoquent des petits pieds tapant dans l'eau. Ce petit vêtement, charmant au demeurant, était bouffant de partout. Des manches ballons qui encerclaient les mini-biceps, jusqu'au volume de front entourant le postérieur et retenu aux cuisses par des élastiques. Le plastron, généralement orné de smoke, ses petits plis rebrodés selon des motifs savants, mais impossibles à repasser. La barboteuse habillait aussi bien les garçons que les filles. À peine voyait-on quelques variations de couleurs et souvent, elles étaient blanches parce que c'était mieux pour la lessive. Il reste au fond des cartons quelques photos touchantes et ridicules, mais les expressions des frimousses n'ont pas changé. En jean ou en barboteuse, tête bouclée ou crâne rasé. Vraiment, les enfants n'aiment pas être photographiés. Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt, elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ces rites absurdes. Et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander,
quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Mais ces soirs-là, où maman, en somme, restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Dès mon jeune âge, j'ai vécu dans la peur de perdre ma mère. Elle ignora toujours à quel point je paniquais durant ses absences, parce que, parvenant à masquer mes frayeurs, je l'accueillais avec un sourire rasséréné qu'elle traduisait par un sourire de bienvenue. 2 fois seulement, elle me trouva prostré, endolori, dans le hall éteint de la villa. J'étais inquiet, lui expliquai-je entre 2 sanglots, incapable d'arrêter le flot de larmes, à la fois rassuré et honteux. Touchée, elle me consola, avec des mots tendres, en me caressant la joue. Ces peurs me fatiguaient, me brisaient, m'usaient. À force de les voir démenties par les faits, je les estimais exagérées, sans réussir à les repousser. Elles atteignirent leur paroxysme les soirs où mes parents sortaient. Une lancinante émotion me terrassait en les contemplant, si beaux, si complices, mon père souple et félin dans son costume sombre, ma mère radieuse dans une robe qui dégageait ses superbes épaules et ses longues jambes, le visage éclairé par de discrets bijoux. Je les admirais tout en souffrant de les juger différents, presque étrangers. Sous mes yeux se déplaçait un couple d'amoureux, pas mes parents. Je décelais à ses gestes plus délicats, à ses paupières baissées, à ses agaceries muettes, qu'elle cessait d'être ma mère pour se consacrer à un rôle, l'amante de mon père. Et je constatais que lui, le regard torride, le coin de la bouche relevé, l'encourageait à minauder, puisait même là un sentiment de puissance. Je frissonnais quand il prononçait « Janine », en inhalant les sons, en donnant à ses lèvres la forme d'un baiser. Ça me plaisait autant que cela me dérangeait. Si leur connivence m'enchantait, elle m'effaçait. Je me sentais minuscule, ridicule, incongru, un enfant, juste un enfant.
une Ferrari écaillée des années 50, ralentit et s'arrête dans un dernier dérapage sur la voie ferrée. La puissante locomotive, engagée dans une course folle à l'entrée de la dernière courbe, se réjouit par avance de pouvoir percuter une fois de plus cette fidèle compagne de jeu. Pourtant, cette fois, la main de l'enfant Dieu en décidera autrement. Dans la moiteur de cette fin d'après-midi, le monstre d'acier effectue la plus belle envolée qu'on puisse imaginer dans cette chambre solitaire. Le soleil, à travers les rideaux défraîchis, l'attrape au vol l'espace d'un instant pour mieux la projeter contre le mur animé de mondes merveilleux. N'écoutant que son courage, la Ferrari ambulance se rue sur le lieu de l'accident. Elle va y parvenir quand tout à coup, le ciel s'obscurcit. Le plomb le plus noir envahit cet illusoire refuge. Les clés. L'enfant vient d'entendre le bruit tout en sécheresse du frottement de ce métal qui, telle une lame, pénètre son cœur pour le rappeler à cette autre vie qui ne lui appartient pas. L'homme est rentré. Cet homme qui a remplacé son père le jour où il a endossé l'uniforme garant de l'ordre policier. Cette tenue dont la noirceur envahit l'appartement familial, réduisant le soleil à un simple rôle de diffuseur de trompeuse chaleur. Les respirations essaient de se faire oublier. Les corps se figent dans l'attente du coup de semonce qui marquera le début du satanique rituel. Les respirations essaient... car l'heure du cérémonial préparant le juste châtiment approche. La table est dressée. Dressée comme toute la famille qui, tels des musiciens sans talent, doivent jouer leur pauvre partition orchestrée par les haussements des sourcils de l'homme. Que la fête commence. La toute nouvelle télévision, caprice au coup pourtant impossible du maître absolu des lieux, accompagne ce rituel en renvoyant sans couleur, mais par un machiavélique contraste, cette inaccessible vie joyeuse que nous imposent les moqueuses images. L'enfant soliste essaie de jouer à la perfection cette musique silencieuse avec la cuillère ou la fourchette, afin de se retrouver en harmonie avec le pesant silence ambiant, que seul déchire le glapissement de l'écran adulé. Mais il sait qu'il n'y arrivera pas, pour la bonne raison qu'il a décidé, comme tous les soirs, de lancer à la cantonade cette fausse note tant attendue. Le clang interdit que produit le bruit du métal de la cuillère sur l'assiette complice marque l'ouverture de ce bal au rythme échevelé. Maintenant, l'enfant chiffon voit les murs se rapprocher, se leur envoyer avec une dantesque sauvagerie. Les invocations lointaines de sa mère, implorant la bête de ne pas le martyriser, sont autant de banderilles qui l'excitent encore plus. Le serpent ceinture entre alors dans la danse. Il se déroule et vient mordre les reins de l'enfant en y appliquant parfois ses dents de métal. Tout explose. L'enfant joué est projeté dans l'intemporel où l'enfant Dieu décide de reprendre la main et tel Pégase s'envole de ce corps pour assister en spectateur à la vengeance de l'homme, reprochant à l'enfant non désiré d'être là, prenant une parcelle de l'amour de la mère qu'il ne veut pas partager. Maintenant, l'enfant seul gît dans son lit. Demain, c'est sûr, il ira au bord du canal et rejoindra les os endormis qui lui ont promis de le bercer, sans qu'il n'ait plus à se poser d'aliénantes questions. Mais demain,
je regardais le crépuscule qui rougeoyait au-dessus de la ville et les carreaux des fenêtres qui flamboyaient. Pour me punir de je ne sais quelle faute, grand-père m'avait interdit de descendre dans la cour et au jardin. Là-bas, autour des bouleaux, des hannetons volaient et bourdonnaient. Un tonnelier travaillait dans la cour voisine. Tout près, on aiguisait des couteaux. Au-delà du jardin, des gamins s'amusaient bruyamment dans le ravin et disparaissaient au milieu des buissons épais. Je sentais l'appel de la liberté et la tristesse du soir m'envahissait. Brusquement, grand-père sortit de je ne sais où un petit livre tout neuf, le fit claquer très fort sur sa paume et m'interpella vivement. « Hé, sauvage, oreille salée, viens ici. Assieds-toi, pommette de Kalmouk. Tu vois cette lettre? C'est un A, d'ivoire. A, B, C. Qu'est-ce que c'est celle-là? B. Tout juste. Et celle-là? C. Pas vrai, c'est un A. Regarde, D, E, F. Qu'est-ce que c'est celle-là? E. Bravo. Et celle-là? D. Bien. Et celle-là? A. Tenant le livre sous mon nez, il mettait autour de mon cou son bras fiévreux et moite et pointait son doigt vers les lettres par-dessus mon épaule. Il répandait une forte odeur de vinaigre, de sueur et d'oignons frits, et j'étouffais presque. Il s'excitait et vociférait à mon oreille. F, G. Le nom des lettres m'était connu, mais pas les signes qui leur correspondaient. Le S ressemblait à un verre. Le G à Grigory tout voûté. Le R à grand-mère avec moi. Grand-père, lui, avait quelque chose de commun avec chacune des lettres. Il me fit parcourir longuement l'alphabet, m'interrogeant tantôt dans l'ordre, tantôt au hasard. Il m'avait communiqué son ardeur. J'étais moi aussi en sueur, et je criais à pleine gorge. Cela l'amusait. Il toussait, une main serrée contre sa poitrine, et froissait le livre en criant d'une voix rauque. « Mère, regarde donc comme il est bien parti !» J'ai été nommée à l'école des garçons de Bagnous, et j'y suis restée toute ma carrière. J'ai débuté en CP avec 65 élèves. C'était beaucoup. Et pourtant, pour les instituteurs d'aujourd'hui, à l'époque, c'était les gosses du baby-boom, tous nés en 44. Et pendant de nombreuses années, toutes les classes étaient chargées. On avait toujours entre 40 et 50 élèves. Mais, à l'époque, les enfants étaient obéissants. Les rentrées, les sorties, les récréations, tout était gérable. Le maître d'école était apprécié et respecté par les parents. Il paraît qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il paraît que les enfants sont beaucoup plus durs. Moi, je ne punissais pratiquement pas. D'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle le cas d'un petit garçon, un élève, le petit Claude, fils du chef de gendarmerie de Bagnous. Un jour, au moment de sortir de la classe, il a fait l'imbécile. Je lui ai dit, puisque tu fais l'imbécile, tu restes avec moi, tu es puni. Je préviens son père par un mot confié au papa d'un autre élève, lui-même gendarme. Je lui explique que je garde le petit avec moi pendant que je prépare ma classe pour le lendemain et qu'en passant, je passerai déposer le petit Claude. Le jour suivant, le petit Claude me dit « Maîtresse, tu as oublié de me punir aujourd'hui, j'ai pas été sage. » Ah, je n'ai pas fait attention. Son papa m'a dit plus tard « Vous savez, Madame Sagols, il veut rester avec vous. Il a fait le polisson en pensant que vous le puniriez. Il voudrait vraiment rester avec vous. Ça vous ennuierait pas de le garder un peu, je vous paierai. Mais vous plaisantez s'il veut rester avec moi. Qu'il reste, il fera sa lecture. » Et tous les soirs, il prolongeait ainsi sa journée d'école. Et un jour, en partant, il m'a dit « Maîtresse, je voudrais tellement que tu sois ma maman. »
Il a des raisons toutes particulières de ne pas aimer l'hiver. Cette saison où les jours sont trop courts, où la nuit tombe trop tôt. Chaque soir, quand on a achevé de traire les vaches, il doit porter un bidon de lait à une vieille dame qui habite une maison à l'écart du village. Il redoute tant de voir arriver cet instant qu'il ne cesse d'y penser pendant le jour. Il enfile une veste sur sa blouse noire et d'une main résolue, plaque et maintient le bidon sur sa poitrine. Une fois la porte franchie, il s'enfonce, non pas dans la nuit, mais dans quelque chose d'humide, de gluant, où traînent des mains prêtes à se saisir de lui et à l'étrangler. La nuit, il a des cauchemars. Il est un enfant volé qu'on maltraite, qu'on abandonne dans une forêt, qu'on assassine. En courant aussi vite qu'il peut, il emprunte d'abord la rue du village, déserte et pauvrement éclairée. Puis, il la quitte pour prendre un petit chemin où règne une nuit totale. Il accélère l'allure, son cœur lui bat dans la gorge, et c'est là que l'attendent les bohémiens qui ont peuplé ces derniers cauchemars. Parfois, alors qu'ils sont sur le point de se saisir de lui, il doit se retenir de ne pas crier. Chez la vieille dame, il est trop essoufflé pour prononcer un mot.
Il pose en hâte le bidon sur la table de cuisine et repart sur le champ. S'il s'attardait, il n'aurait plus le courage d'affronter à nouveau la nuit. Quand il arrive chez lui à la ferme, il reste dehors, accroupi sur une marche, le temps de retrouver son souffle, d'avoir moins mal aux jambes et à la poitrine. Si on découvrait à quel point il est dévoré par la peur, sans doute ne l'enverrait-on plus porter ce malheureux bidon. Sa mère devrait alors se charger de cette corvée. Ou bien encore, on dirait à la vieille dame qu'il n'est pas possible de lui fournir du lait. Il ne veut surtout pas qu'on prenne une telle décision. Et c'est pour cette raison qu'il tient à ce qu'on ne s'aperçoive de rien lorsqu'il rentre. Dans la vie, je ressentais toujours un décalage par rapport aux scènes qui se déroulaient sous mes yeux. L'impression que je n'étais pas dans le même film que les autres, ce qui provoquait parfois chez moi des réactions inattendues. Je revois une fête à la maison. Tout le monde parle. Il n'y a que des entendants. Je suis isolée, comme toujours dans ce cas-là. Le mystère de la communication possible entre ces gens me laisse perplexe. Comment font-ils pour parler tous en même temps, le dos tourné, le corps dans n'importe quel sens? À quoi ressemble leur voix? Je n'ai jamais entendu la voix de ma mère, de mon père, de mes amis. Leurs lèvres bougent, leur bouche sourit, s'ouvre et se ferme avec une folle rapidité. J'observe de toutes mes forces, puis me lasse. L'ennui profond me reprend. Le désert de l'exclusion. Soudain, un ami chanteur, Maurice Fanon, que mon oncle a invité pour la soirée, vient vers moi et m'offre une fleur. Je prends la fleur et je fonds en larmes. Tout le monde me regarde, ma mère se demande ce qui m'arrive. Au fond, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Une émotion forte, trop forte dans mon isolement. Je ne peux pas l'exprimer autrement qu'en pleurant. Le décalage entre eux et moi est tel. Les situations, ce que font les personnages, sont si incompréhensibles. C'est possible. Je me demande encore pourquoi j'ai pleuré devant cette fleur avec tant de force. J'aimerais le savoir, mais c'est indéfinissable. J'ai fait beaucoup de cauchemars, c'est certain, entre 0 et 7 ans. Tout ce que je ne comprenais pas dans la journée devait se bousculer dans ma tête. Les associations d'idées se faisaient en désordre. Grâce soit rendue à mon père, qui m'a ouvert le monde, à Vincennes et à Washington. À lui qui m'a dit « Viens, on va apprendre la langue des signes ensemble. » La jeune Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Parce qu'aujourd'hui, Lalita, sa fille, va entrer à l'école. À l'école, Smita, elle n'y a jamais mis les pieds. Parce qu'ici, à Bhadatpur, en Inde, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une Dalit, une intouchable, de ce que Gandhi appelait les enfants de Dieu, hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres, un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter,
comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme la jeune Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages, en dehors de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel, à la manière d'un disque rayé, rejouant à l'infini une symphonie infernale. Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison. Près des champs cultivés par les jattes, elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits. Celui qui leur est réservé, pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures, pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan, puis elle prend son panier de joues tressées. Ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur, rien qu'à le regarder. Ce panier a l'odeur tenace, âcre et indélébile qu'elle porte toute la journée, comme on porte une croix, un fardeau honteux. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition. Quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure. Il faut payer, expier. Après tout, cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger. Un métier, en anglais, le terme signifie extracteur. Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mots pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres à main nue, toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a ramenée pour la première fois. Regarde, après tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie, aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. Tu t'habitueras, avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. Il faut respirer, a dit le docteur du village. Voyez comme vous toussez. Il faut manger. L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum. Une poignée de riz délayée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Cesse la voix. Je t'ai rencontré il y a quelques années sur le web, au moment où ta photo et ton histoire envahissaient furtivement la conscience de l'humanité encore civilisée. Je n'ai connu à cette rencontre que ton nom et ton prénom, Sestava Woka, ainsi que l'abominable façon dont on a interrompu ton enfance et ta vie. Ton visage n'a plus quitté ma mémoire. Faut dire que j'ai conservé ta photo. Elle détonne par ce désespoir qui emplit ton regard au milieu des photos radieuses de mes enfants et petits-enfants. Pourquoi te garder une place dans mon album de famille ?
pour soulager ma conscience d'appartenir à la même espèce humaine que tes bourreaux? Peut-être. J'ai eu besoin de te connaître mieux, comme on est poussé à en savoir davantage sur ceux qui sont entrés dans notre vie. Je t'ai rencontré car tu es à jamais dans la mémoire de la mauvaise conscience de l'humanité. J'ai découvert ton histoire, les épreuves que tu as traversées, le nom de ceux que tu aimais, mais aussi le nom des monstres qui ont brisé ton enfance. Je ne parlerai pas d'eux, ils me répugnent. Ils me répugnent comme ceux qui, en ces jours, brisent l'enfance en Ukraine, et comme ceux qui, en France, ont un temps trouvé des circonstances à leur barbarie. Tu es né le 15 août 1928 dans une petite bourgade agricole à l'est de la Pologne. On a ôté ta vie le 12 mars 1943 à Auschwitz, 3 semaines après celle de ta maman, Katarzyna. Tu aurais presque pu être ma mère selon la chronologie du temps, mais c'est en père malheureux et révolté que je te garde dans ma mémoire.
Tétard à la grenouille, voici ce qui pourrait caractériser l'enfance. Certains voudraient la faire débuter dans l'œuf. 9 mois de pré-enfance, sauf pour les plus pressés nés prématurés. Parfois, un rejeté, une crevette, secrètement appelée désirée. C'est qu'en France, à la mi-siècle dernier, la contraception est balbutiante et le planning familial encore à inventer. On s'occupe de la mère. Le lardon viendra après. Le mouflet n'a qu'à s'en sortir seul. Un Jean-Baptiste Grenouille de la mi-20e siècle. D'accord, dans le parfum, c'est un monstre. La comparaison s'arrête là, quoique... Salmôme. Donc, un tétard sanguinolent, un petit merdeux, mal dégrossi, un moutard qui en a plein les fesses. Ah, le contrôle des sphincters, le rituel du pot, c'est à venir. Nous avons ici affaire à un drôle qui, faute de couveuse, sera réchauffé entre 2 briques. À domicile, on accouchait avec les moyens du bord. Plus tard, fraîchement pomponné, allongé en une pose photogénique, le voici chérubin. Oh, le joli poupon, mon ange, tout le portrait de son père. Admettons. Quelques années après, le même regarde la photographie. Oh, ce petiot, c'est moi, ça? Un vrai chiard. Youpala! Il marche sans youpala. Viens ici, mon crapaud. Non, ce n'est pas encore la puberté, c'est l'appellation affectueuse d'un père pour sa progéniture qui n'est pas encore pustuleuse. Ça viendra. Pour les filles, dit-on, viens ici, ma grenouille. Quoique, c'est aussi fiston, loupio pour les garçons, pépette, fifi pour les filles. J'ai entendu pisseuse. Alors là, vous exagérez. Ne brûlons pas les étapes. Le marmot a poussé des pattes et du cri est passé au mot, puis à l'école. Dans les rues, sonnette et langue tirée. Ce sont encore les garçons. Il faut bien s'amuser. Sale mioche, petit merveux, vaurien, chenapan, quel manque d'éducation, mais que fait l'école? Que fait l'école? Et si nous parlions des filles, les mots manquent. C'est que les appellations sont plutôt androgynes. Gosse, préado, poulbeau. Ah, j'ai trouvé petiote et gamine. Un peu péjoratif, n'est-ce pas? L'écriture inclusive avant l'heure. Mais aussi écolière. Vous avez pensé studieuse, et ce n'est pas faux. Enfin, à l'heure des réseaux sociaux, je proposerai volontiers internetteurs, internetteuse,
smartphoneur, smartphoneuse, tabletteur, tabletteuse. Du tétard à la grenouille, avons-nous dit. Mais la grenouille, sur ces 10 jours, ne retournerait-elle pas tétard? Trop tard. Puis, les affaires de mon père allant mieux, ce fut le lycée à partir de 10 ans. Ah, je me revois en mes 10 ans. J'avais de grands yeux de fille, des joues de pêche irisées, un costume de la belle jardinière, costume marin pourvu d'une tresse blanche qui retenait un sifflet dans lequel j'aimais souffler pour croire que j'étais le fils d'un contre-amiral qui était aussi dompteur de lions et mécanicien de locomotive, un héroïque fils de mousse naviguant terriblement avec son père. J'étais toqué, un peu. J'étais persuadé que tout ce que je voyais se trouvait vraiment et réellement en tout, vrai, mais en tout petit, dans ma tête. Si j'étais au bord de la mer, j'étais sûr que cette Méditerranée que je voyais se trouvait aussi dans ma tête. Pas l'image de la Méditerranée, mais cette Méditerranée elle-même, minuscule et salée, dans ma tête, en miniature, mais vrai, et avec tous ces poissons, mais tout petits, et avec toutes ces vagues, et un petit soleil brûlant, une vraie mer avec tous ces rochers et tous ces bateaux absolument complets dans ma tête, avec charbon et matelots vivants, mais très nains, et qu'on pourrait toucher si on avait des doigts assez fins et petits. J'étais sûr que dans ma tête, cirque du monde, il y avait la terre vraie avec ses forêts, tous les chevaux de la terre, mais si petits, tous les rois en chair et en os, tous les morts, tout le ciel avec ses étoiles, et même Dieu extrêmement mignon. Nous avions un jardin autour de la maison, mais papa le trouvait trop petit. Il en cultivait donc un deuxième à 500 ou 600 mètres de là. Pour s'y rendre, il fallait traverser la rue, descendre un long escalier et suivre un chemin en contrebas qui longeait une zone maraîchère, au fond de laquelle il louait une parcelle de bonne terre. Là, mon père était vraiment chez lui. Maman y venait rarement, sauf au moment des récoltes de haricots ou de pommes de terre, où des bras supplémentaires étaient nécessaires. Papa, lui, s'y rendait tous les jours. Il avait construit une cabane où il élevait plusieurs familles de lapins, des poules et des pigeons, et où il abritait ses outils. Cette imposante silhouette de planches, de tôle et de grillage trônait près de la mare qui était commune à plusieurs potagers. Avec mes yeux d'enfant, le royaume de mon père était immense. Il était sillonné de chemins étroits qui donnaient accès aux petites surfaces que mon père appelait carrés, indépendamment de leur forme exacte. Il y avait le carré de haricots, le carré de pois, le carré de courgettes, le carré de salsifis, de betteraves, et bien d'autres carrés encore, qui changeaient de place chaque année, suivant les calculs de mon père, ou simplement ses humeurs. Au royaume de mon père, j'étais responsable du carré des radis. Papa m'apprenait à en préparer la terre, à semer et à enlever les mauvaises herbes. J'avais un petit arrosoir que je remplissais à la mare.
Je le vidais avec minutie en faisant bien attention à ne pas provoquer de rigole qui aurait emporté les graines ou les tout jeunes plants. Moi, si agité, si maladroit d'habitude, je m'acquittais de ma mission avec une maîtrise étonnante. « Te voilà un vrai jardinier maintenant », me dit-il un jour. J'en ressentis une immense fierté et voulus me montrer à la hauteur de sa confiance. Les tomates avaient soif. J'allais en faire mon affaire. Je me dirigeai vers la mare et saisis le grand arrosoir. Rempli à moitié, il n'y avait aucun doute que je saurais le traîner jusqu'aux tomates. Je me mis à genoux sur la berge et je couchai sur l'eau l'arrosoir qui entra doucement. Qui entra doucement, j'ai un problème, dans la gueule de tôle pendant que le fond s'enfonçait. Quand j'estimai la charge suffisante, je tirai sur l'anse pour lever l'arrosoir. Celui-ci m'opposa une résistance imprévue. J'engageai, confiant, toutes mes jeunes forces. Le récipient continua à s'enfoncer. Je ne pouvais le retenir. L'idée qu'il puisse ainsi être happé par la mare, sombrer dans la vase, m'arracha un cri quand l'arrosoir m'entraîna, tête la première, dans son naufrage. Ce plongeon dans l'inconnu fut à la fois une humiliation et une épreuve. Je savais l'eau trouble habitée de têtards, de tritons, de sangsues qui devenaient du coup des monstres hideux et menaçants. Heureusement, la main agile et sûre de mon père m'extirpa aussitôt de ce mauvais pas. Il riait en me soulevant, comme si insensible ou cruel, il se moquait de la terreur qui me paralysait. Quand je touchais à nouveau la terre ferme, enveloppée de ses bras protecteurs, je me mis aussi à rire, d'un même rire clair. Mon père me déshabilla, essorra mes vêtements trempés et qui mit à sécher. 11 litres, dit-il, à bout de bras, qui plus est. Tu étais un peu prétentieux tout de même, il faudra encore manger de la soupe, petit jardinier. Il me fit allonger, nu, dans l'herbe, au soleil. La chaleur, la lumière, la terre ferme, la voix douce et le rire tendre de papa me donnaient un sentiment de totale sécurité. Rien ne pourrait jamais m'arriver près de lui.
petit frère. Je courus vers ma mère, elle ne souffrait plus, et son gros ventre avait mystérieusement disparu. Son visage était souriant. Coudi tenait devant elle un gros garçon au teint clair, doté d'un front haut et d'une abondante chevelure. Le bébé, apparemment furieux, crispait son petit visage et n'arrêtait pas de pleurer. Coudi le calma, une voix douce, l'appelant du joli nom traditionnel Boussou Boussou, que l'on donne à tous les nouveau-nés avant qu'ils aient reçu leur nom véritable. Elle se tourna vers moi. Angoulême, voici ton petit frère, que ta maman a fait pour toi. Il est à toi. Mais pourquoi pleure-t-il? Il n'est pas content. Il a peur. Il a mal quelque part. Mais avant d'obtenir une réponse, je m'aperçus que mon petit frère était encore relié à son placenta. « Coudi !» m'écriai-je. « Pourquoi mon petit frère a-t-il un gros sac avec lui? Qu'est-ce qu'il va mettre dedans ?» Je ne me souviens pas de la réponse de Coudi, car à ce moment-là, je vis la vieille femme revenir avec un couteau et une calebasse emplie d'eau. Elle tenait également un sac contenant les cadeaux traditionnels destinés à maman, servant à laver et à masser l'enfant. D'un seul coup de couteau, elle trancha le cordon qui reliait mon petit frère à son drôle de sac, et puis elle offrit des cadeaux à ma mère. Du savon, du sel-gemme, du miel, du beurre de karité et du beurre de vache. Ma mère se prépara à laver le bébé et à masser son petit corps selon la coutume des mamans africaines. Aujourd'hui encore, je me souviens parfaitement et dans les moindres détails de tous les films de cet événement. Ce fut comme si j'émergeais d'un sommeil qui, jusqu'alors, m'avait embrumé l'esprit, m'empêchant de bien discerner les choses. C'est ce jour-là, à partir de la naissance de mon petit frère, que je pris clairement conscience et de mon existence et du monde qui m'entourait. Ma mémoire se mit en marche et depuis, elle ne s'est plus jamais arrêtée. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seule, face à face avec la mer, quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu. J'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais clouée dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade, seule, face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les vivants. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Les fées n'étaient pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers, quelques rois, assoiffés de règne et de gloire, qui soient plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je m'appelle Mohamed, mais tout le monde m'appelle Momo pour faire plus petit. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus. Et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance.
J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans, et parfois ça me manque. Il y avait beaucoup d'autres juifs, arabes et noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les 6 étages seule. Elle disait qu'un jour elle allait mourir dans l'escalier, et tous les mômes se mettaient à pleurer, parce que c'est ce qu'on fait toujours quand quelqu'un meurt. On était tantôt 6 ou 7, tantôt même plus là-dedans. Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s'occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la fin du mois. Quand je l'ai appris, j'avais déjà 6 ou 7 ans et ça m'a fait un coup de savoir que j'étais payée. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. J'en ai pleuré toute une nuit et c'était mon premier grand chagrin. Madame Rosa a bien vu que j'étais triste et elle m'a expliqué que la famille, ça ne veut rien dire. Et qu'il y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année, il y a 3000 chiens qui meurent ainsi privés de l'affection des siens. Elle m'a pris sur ses genoux et elle m'a juré que j'étais ce qu'elle avait de plus cher au monde. Mais j'ai tout de suite pensé au mandat et je suis partie en pleurant. Je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui consista à m'enlever les végétations. L'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans que je fusse anesthésié. Mes parents avaient d'abord commis la faute de m'emmener chez le chirurgien sans me dire où il me conduisait. Si mes souvenirs sont justes, je m'imaginais que nous allions au cirque. J'étais donc très loin de prévoir le tour sinistre que me réservait le vieux médecin de famille qui assistait le chirurgien et ce dernier lui-même. Cela se déroula point pour point, ainsi qu'à coup monté, et j'eus le sentiment qu'on m'avait attiré dans un abominable guet-apens. Voilà comment les choses se passèrent. Laissant mes parents dans le salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au chirurgien qui se tenait dans une autre pièce en grande barbe noire et en blouse blanche. Telle est du moins l'image d'ogre que j'en ai gardée. J'aperçus des instruments tranchants et sans doute eus-je l'air effrayé, car me prenant sur ses genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer « Viens mon petit coco, on va jouer à faire la cuisine ». À partir de ce moment, je me souviens de rien,
sinon de l'attaque soudaine du chirurgien qui plongea un outil dans ma gorge, de la douleur que je ressentis et du cri de bête qu'on ne ventre que je poussais. Ma mère, qui m'entendit d'à côté, fut effarée. Dans le fiacre qui nous ramena, je ne dis pas un mot. Le choc avait été si violent que pendant 24 heures, il fut impossible de m'arracher parole. Ma mère, complètement désorientée, se demandait si je n'étais pas devenu muet. Tout ce que je me rappelle de la période qui suivit immédiatement l'opération, c'est le retour en fiacre. Les vaines tentatives de mes parents pour me faire parler, puis à la maison, ma mère me tenant dans ses bras devant la cheminée du salon, les sorbets qu'on me faisait avaler, le sang qu'à diverses reprises je dégurgitais et qui se confondait pour moi avec la couleur fraise des sorbets. Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Non seulement je ne comprenais pas qu'on m'eût fait si mal, mais j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce de la part d'adultes qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus sauvage agression. Toute ma représentation de la vie en est restée marquée. Le monde, plein de chaussetrapes, n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie. Je ne suis sur terre que pour devenir chair à médecin, chair à canon, chair à cercueil. Comme la promesse fallacieuse de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la cuisine, tout ce qui peut m'arriver d'agréable en attendant n'est qu'un leurre. Une façon de me dorer la pilule pour me conduire plus sûrement à l'abattoir où tôt ou tard je dois être mené. En 1945, donc, le chewing-gum, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Personnellement, mon premier chewing-gum m'a duré 2 semaines. Je le rangeais précieusement chaque soir dans le tiroir de ma table de nuit pour le retrouver au matin totalement insipide, et c'est cela qui m'importe, toujours élastique. Cet hiver, la pénurie est si grande que je le partage avec Franck. Il mange les jours pairs, je mange les jours impairs. Malheureusement, au cours d'une récréation, alors que je joue au prisonnier, une bourrade plus violente que les autres me fait avaler la précieuse boulette. Je reste pétrifié au milieu de la cour. Qu'est-ce que t'as, Jo? Je n'ose pas répondre et ils sont tous autour de moi. Mais qu'est-ce que t'as, mec? Accouche? Oh, j'ai une joie. Dis-je du coup, perdant mon semblant d'accent yankee. Bah quoi, ton chewing-gum? Je l'ai avalé. Je sens leurs yeux vaguement apitoyés. Franck me remonte le moral à sa manière, un sadique. Oh, ma mère dit que ça colle les boyaux et qu'on peut en mourir. Forcément, dit Cottard, ça colle aux parois, ça fait des fils, alors tout ce que tu bouffes, ça passe plus, ça raille dessus. Il tourne autour de moi comme si j'étais une statue de musée. Oh, c'est con, commande Franck, va peut-être falloir m'ouvrir. Je sens déjà mes intestins se révolter. Non mais ça va pas. Tu crois pas qu'on va m'opérer parce que j'ai avalé ce petit truc? Je quête une approbation dans leurs yeux, mais ils n'ont pas l'air d'opiner dans mon sens. Je n'ose pas bouger, comme si j'avais une bombe à retardement dans le ventre. Mais il est vrai qu'il court de sinistres légendes
sur le chewing-gum. Ce sont les mères françaises qui les ont inventés pour protéger leur progéniture de ce bonbon d'outre-Atlantique aux vertus, aux propriétés inconnues. Le chewing-gum développe les muscles des mâchoires jusqu'à vous donner une allure de Cro-Magnon. Le chewing-gum coupe l'appétit et on devient maigre comme un fil. Et enfin, à force de marcher, on ne pense plus qu'à ça et on devient fou. Celui qui abuse du chewing-gum a une énorme mâchoire, pèse 25 kilos et se prend pour Napoléon. Et en plus, s'il vient à l'avaler, alors c'est le pire de tout, la catastrophe. Voici M. Maillard, le maître. Qu'est-ce qui se passe, Joseph? Il remarque que depuis 5 bonnes minutes que je suis immobile au milieu de la cour. Comme ce n'est pas dans mes habitudes, il vient aux nouvelles. C'est un brave homme, la retraite en poche, sa blouse est aussi grise que sa moustache. J'ai avalé mon chewing-gum. Il se gratte le crâne, il a envie de dire quelque chose, mais il doit surprendre l'anxiété dans mes yeux. Aussi sourit-il en tripotant son sifflet. Avec un peu de chance, tu le récupéreras demain matin. J'imagine le trajet suivi par le chewing-gum. Oh, me voilà sauvé, mais je l'ai échappé belle. Vous avez le droit de chanter si vous le souhaitez. Hein. Pompier, rugbyman ou facteur, derviche ou tourneur. J'aurai un beau métier avec le monde à mes pieds. Je ferai des voyages, je dormirai à pas d'heure. Je ferai pas mon âge, ou alors je ferai chanteur. Hein? Ouais, tiens, chanteur.
C'est encore long, l'enfance. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est encore long, l'enfance. J'en sais rien. Plus tard, je ferai idole. Pyromane ou fumeur. Martin ou pêcheur. Moi, j'irai pas à l'école. Je serai le roi du music-hall. Je serai pas cycliste. Ah bon? Pourquoi? Car à vélo, j'ai peur. Je serai pas dentiste. Je serai plutôt pianiste. Bah tiens, voilà, pianiste. Dis-moi, c'est encore long l'enfance. J'en sais rien. C'est encore long l'enfance. J'en sais rien. Plus tard, je serai tueur. Dactari au grand cœur. Pigeon voyageur. J'aurai un porte-bonheur et un beau fusil à fleurs. J'embrasserai sur la bouche quelques filles au grand cœur qui me diront: tiens, on touche un petit bout du bonheur. Oui, voilà, du bonheur. C'est encore long l'enfance? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est encore long l'enfance? J'en sais rien. C'est encore